Bonjour, je suis Yann Forestier et je vais vous présenter cette deuxième partie du cours Politique éducative et territoire à la suite de Pierre Perrier. Donc dans des conditions un peu particulières, j'aurais voulu faire de la vidéo et finalement les conditions techniques posent problème, donc on va faire de l'audio avec le diaporama. On va faire dans le mieux possible, j'espère que cela vous conviendra. Alors, cet enseignement d'ouverture s'appelle enseignement d'ouverture, justement. Ce n'est pas pour rien parce que le but, c'est de vous aider à prendre du recul. Prendre du recul par rapport à ce que vous étudiez d'ordinaire. Et prendre du recul, c'est ici d'autant plus important si vous vous intéressez à l'enseignement parce que vous auriez un projet professionnel lié à l'éducation. Je sais que ce n'est pas le cas de tous ceux parmi vous qui ont choisi cette unité d'enseignement d'ouverture, mais je sais aussi que c'est le cas de certains d'entre vous. Et si on s'oriente vers un métier lié à l'enseignement, bien, je crois qu'il faut savoir que quand on est enseignant, et ça va aussi d'ailleurs pour tous les métiers, on doit être un praticien réflexif. C'est le mot qui est utilisé de nos jours et je crois qu'il est particulièrement bien choisi. Un praticien réflexif, c'est quelqu'un qui a une pratique, c'est un praticien, mais qui est capable de prendre du recul par rapport à sa pratique, qui est capable de la réfléchir, donc de la mettre à distance. Et cette nécessité de prendre du recul, elle s'explique d'autant plus pour les questions scolaires, par le fait que l'appréciation des réalités scolaires, elle est trop souvent médiatisée par l'expérience personnelle. Médiatiser, ça veut dire qu'entre vous et l'objet que vous considérez, en l'occurrence les réalités éducatives, entre vous et les réalités éducatives, il y a votre expérience personnelle. Et puis entre moi et les réalités éducatives, il y a mon expérience personnelle, c'est valable pour tout le monde. Parce que tout simplement, on a tous eu une expérience de l'école en tant qu'élève. On en a tous une en tant que parents d'élèves, en tant qu'enseignants aussi. Les enseignants, c'est 800 millions de personnes, ça fait une part importante de la société française. On a tous une expérience de l'école, de l'éducation, de l'enseignement, et au point qu'on dit souvent qu'en France, il y a 67 millions de spécialistes de l'éducation. Il n'y a pas qu'en France qu'on le dit d'ailleurs. Moi j'aime bien cette citation du sociologue américain George Kaplan qui dit « L'éducation, c'est comme la politique, le sexe ou le baseball, nous sommes certains que nous savons tout ce qu'il y a à en savoir ». Alors en France on dirait le football, mais c'est la même chose, hein. On dit toujours qu'il y a 67 millions de sélectionneurs de l'équipe de France. Eh bien, il y a 67 millions de spécialistes de l'école. Nous savons tout ce qu'il y a à en savoir parce que nous avons nous-mêmes vécu une expérience forte à l'école. Oui, non seulement nous avons tous été élèves, nous sommes tous parents ou enseignants ou enfants d'enseignants ou proches d'enseignants, enfin bref, nous avons tous un rapport avec l'école, mais un rapport fort. Parce que nous avons vécu des expériences fortes à l'école, nous y avons passé du temps, nous y avons vécu des moments forts qui peuvent être traumatisants pour les uns, exaltants pour les autres. En tout état de cause, l'école nous a marqués. L'école a compté dans notre vie. Nous y avons passé du temps. Et nous y avons fait des choses qui nous ont beaucoup marqués, et qui ont été prenantes. Donc, ça explique que cette expérience personnelle s'interpose entre nous-mêmes et la question de l'éducation. Et c'est tellement général, cette médiatisation par l'expérience personnelle, que le débat public en souffre. Le débat public, en fait, est affecté parce que le sociologue français Xavier Pons, Pons P-O-N-S, ce que le sociologue français Xavier Pons appelle le populisme éducatif.
Alors, vous savez ce qu'on appelle le populisme en sciences politiques, hein, c'est un mot à la mode. Le populisme, c'est cette façon de faire de la politique, parce que c'est plus une façon de faire de la politique qu'un véritable projet, cette, cette façon de faire de la politique qui est basée sur l'opposition entre le peuple et les élites. Cette opposition peut être tout à fait liée à de bonnes intentions quand il s'agit de mettre en évidence la rupture justement entre le peuple et les élites et la fracture sociale, comme on disait il y a quelques années, ou tout simplement la construction d'une société à deux vitesses, où l'élite ne voit plus le peuple et le peuple ne voit plus l'élite, et il est difficile dans ces conditions de construire un pays. Ça peut aussi, cette façon de soulever le peuple contre les élites, ça peut aussi être motivé par des intentions beaucoup moins louables qui visent à masquer les vrais problèmes et à désigner certaines élites en disant « Ah, si tout va mal, c'est de leur faute ». Et c'est pas forcément faux d'ailleurs, il y a toujours une part de vérité, mais il faut s'assurer que ce n'est pas un moyen de détourner le débat. Et c'est un peu le problème en matière éducative. Il y a un populisme éducatif qui est très fort et qui a nourri un certain nombre de livres. C'est pour ça que je vous dis que le débat public est mal informé. Quelques exemples de ces livres dont je vous parle parce qu'ils ont connu un très grand succès. C'est de très loin les livres les plus vendus sur l'école. Alors particulièrement celui que vous voyez en bas à droite de Jean-Paul Brigelli, La fabrique du crétin. Celui-là, il est sorti en 2005 et en septembre 2005, quand il est sorti, il était en tête des ventes à la Fnac. C'est un livre qui a eu énormément de succès, qui a été réédité de multiples fois. Il a été vendu à 130 000 exemplaires. Et Jean-Paul Brigelli est aujourd'hui quelqu'un d'extrêmement présent dans les médias, dans les journaux, qui a une chronique toutes les semaines au Point, à Causeur, enfin voilà, dans des journaux qui se vendent bien. Donc voilà des exemples, et je pense que rien qu'en voyant le titre, vous devinez un petit peu l'état d'esprit qui domine dans ces livres, qui sont plus des pamphlets que des essais. Des pamphlets, c'est-à-dire des livres qui visent à protester d'une façon souvent assez brutale et délibérément brutale, parce que il s'agit de dénoncer, il s'agit de se défouler aussi. Et les auteurs le reconnaissent. Il y a toujours une part d'ironie d'ailleurs, une part de catharsis. Dans ces livres-là, on sent qu'il y a un vrai problème derrière et que les auteurs ont besoin de se défouler. Et pour se défouler, eh bien, ils dénoncent assez facilement alors les assassins de l'école, comme le dit Carole Barjon, et ils dénoncent la démission parentale, par exemple, ils dénoncent la baisse du niveau, ils dénoncent des directives pédagogiques aberrantes. Et dans tout ça, il y a toujours une part de vérité, bien sûr, mais je crois qu'il faut se méfier de cette facilité qu'il y aurait à trouver des solutions simples. D'abord, quand on dénonce une minorité qui serait responsable des problèmes, éventuellement même un complot, c'est très pratique, parce que ça permet à chacun de se dire « Ah, je n'en fais pas partie, donc je n'ai pas à me remettre en question ». Et ces livres-là, de fait, ont du succès, je pense, d'abord pour cette raison. Ils ont du succès parce que quand un enseignant le lit, ou quand un parent d'élève le lit, il peut se dire si l'école a des problèmes, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de mon ressort, et ça me dédouane de mes responsabilités. La deuxième raison du succès de ces livres, c'est que quand on invite les gens à s'indigner sur un sujet noble, comme l'éducation, le savoir, la culture, on encourage les gens à se mettre du côté de ceux qui ont la capacité de juger de cela. Quand on prend à témoin les gens sur un sujet pareil, et qu'on les invite à s'indigner et à crier haro sur tel ou tel responsable, qui est souvent désigné de façon assez vague d'ailleurs, dans ces livres qui contiennent très très peu d'arguments et très peu de faits, mais beaucoup d'invectives,
Euh, Quand on désigne un adversaire de cette façon, eh bien, ça permet au lecteur de se donner le beau rôle. C'est ce qu'en sociologie on appelle une valorisation symbolique. Ça valorise le lecteur qui se retrouve mis dans la position de celui qui ne fait pas partie de cette minorité coupable et qui en plus est suffisamment au courant des questions d'éducation, puisque bah oui, lui-même a été élève. Hein. Si on lui dit que le niveau baisse, c'est parce que lui, on est sûr, il était bien meilleur que ça par le passé. Euh, et le lecteur se retrouve dans une situation qui le favorise. Et en même temps, ça l'incite à considérer son expérience personnelle en ne retenant dans cette expérience personnelle que ce qu'elle a de positif. Ça encourage une lecture sélective de son expérience personnelle. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que l'expérience personnelle, elle contient plein de choses intéressantes, certainement, parce qu'on a vécu beaucoup de choses à l'école, tout un chacun. Mais c'est un filtre, et c'est un filtre mal informé. C'est un filtre qui nous empêche de tout voir, c'est un filtre mal informé, parce que, je vous donne juste un exemple, qui peut paraître anecdotique et qui n'en est pas moins révélateur. Dans les années 70, donc ça fait maintenant une bonne quarantaine d'années, un journal avait fait un sondage auprès des parents d'élèves en leur demandant, et vous-même, avez-vous été plutôt bon ou plutôt mauvais élève? Et 75% des parents répondaient qu'ils avaient été bons élèves. Tant mieux. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas 50% d'une classe d'âge qui atteignait le niveau du bac. Alors moi je me pose la question, si les 3/4 des parents étaient de bons élèves, comment se fait-il qu'ils n'aient pas atteint le niveau du bac? Ou peut-être qu'ils n'étaient pas si bons élèves qu'ils veulent bien le dire, et que, avec le temps, ils se sont souvenus surtout de ce qui pouvait les valoriser. Cette expérience personnelle, elle est partielle, elle peut être partiale, elle peut être un peu reconstruite, un peu enjolivée par le souvenir, et puis surtout, elle est lestée d'enjeux affectifs et d'enjeux identitaires extrêmement forts. On a vécu des choses fortes à l'école, et tant mieux quelque part, mais il n'est pas sûr que cela aide notre appréciation des choses à être sereine, à être objective. Et il y a des choses que l'on voit très mal dans ces cas-là. Par exemple, il y a une chose qu'on voit mal et sur laquelle on insistera, c'est les inégalités. Les inégalités, comme notre expérience elle est individuelle, elle est personnelle, on ne voit pas forcément le chemin parcouru par les autres, ou du moins on ne s'en rend pas forcément bien compte. Surtout si on était du bon côté des inégalités. Et c'est souvent le cas des enseignants. Les enseignants ont souvent été de bons élèves par le passé. Ils ne se rendent pas forcément compte que ce qui les a enthousiasmés dans tel ou tel cours d'un de leurs professeurs a pu être extrêmement problématique pour d'autres élèves. Une autre chose qu'on ne voit pas très bien, qu'on comprend mal aussi quand on se base sur son expérience personnelle, ce sont les politiques scolaires, les décisions qui sont prises par le ministère, qui ensuite passe par le filtre, la moulinette du rectorat, puis de l'inspection générale, enfin l'inspection générale d'abord, du rectorat, de l'inspection pédagogique, puis de la direction des établissements et des enseignants, tout ça pour arriver au niveau de l'élève. En fait, on voit surtout la mise en œuvre des politiques scolaires. Et on se rend compte, les sociologues ont montré qu'il y avait un écart considérable entre l'intention de départ, le projet qui a fait l'objet d'une décision, et la décision c'est déjà la troisième étape, et puis la mise en œuvre enfin à la fin. Et je crois que pour bien comprendre une politique scolaire, bien l'apprécier et bien en mesurer les enjeux, il ne faut pas se contenter de ce qu'on en perçoit à la dernière étape. Il faut en comprendre l'esprit, surtout si on est enseignant et que l'on doit mettre en œuvre justement les politiques scolaires. En comprendre l'esprit, ça veut dire comprendre aussi l'intention de départ. D'où l'intérêt justement de prendre du recul.